Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les infos sorties au sujet du PSG. Concernant les officialisations, il va falloir encore attendre, les joueurs sont tous en vacances et Luis Enrique ne sera pas annoncé par le club avant la fin de semaine au minimum, à en croire les médias. Bref, commençons par faire un point sur le dossier Mbappé, ça s'est beaucoup excité la semaine dernière au moment de la lettre et tout ça. Depuis, il a parlé dans les médias à plusieurs reprises, conférences de presse aussi. Il a joué 2 matchs avec l'équipe de France et est aujourd'hui en vacances. Qu'il se repose, sa saison a été éprouvante, mais son entourage, selon PSG Community, a rencontré un émissaire très proche de l'émir Al Thani hier pour discuter. Je ne sais pas si c'est le mot, puisque les Qataris ont posé un ultimatum tout simplement à Mbappé. Voilà. PSG Community, on peut se poser des questions sur la fiabilité du média. La réalité, c'est qu'ils étaient seuls contre tous sur le dossier. Luis Enrique a annoncé que c'est la grande priorité du club. Même quand Nagelsmann est sorti dans la presse, ils se sont vraiment pas dégonflés. Et au final, ils ont obtenu gain de cause. Donc, on peut discuter. On peut dire que il y a aussi une pièce qui est jetée en l'air, qui peut tomber du bon côté comme du mauvais si les négociations avec Nagelsmann avaient abouti, mais la réalité n'en reste pas moins qu'ils ont eu raison. Bref, d'abord sur Mbappé, j'aimerais remercier Saber Defarge. Saber Defarge, journaliste très fiable qui était sur Prime Video, aujourd'hui à TF1, voilà, qui suit l'équipe de France et Téléfoot. Il donne des informations tous les dimanches exclusives sur le mercato. C'est quelqu'un de bien informé. Et c'est le seul qui s'est dévoué pour poser la fameuse question fatidique à Mbappé, parce qu'il s'est présenté avant le match contre Gibraltar en conférence de presse et les journalistes lui ont posé, disons-le, des questions bateau. Rien sur l'option, sur le fait qu'il est posé avec un maillot 2025 l'année dernière, sur le fait de partir libre la saison prochaine. Donc cette conférence de presse m'avait plutôt agacé, ce qui est logique parce que, bon, les journalistes, évidemment, ce sont les larbins du clan Mbappé qui parlent beaucoup dans la presse, et les journalistes voulant la prochaine exclusivité, la prochaine interview, par exemple, Rotten 2021 à l'interview de Mbappé après le départ avorté au Real Madrid, tout son travail au quotidien, vraiment, de léchage de Mbappé et tout ça, a porté ses fruits à ce moment-là, et il continue encore aujourd'hui à le faire pour essayer d'en choper une deuxième. Bon bref, c'est pour ça que les médias sont vraiment, parce que il y a les déclarations de Mbappé, il y a ce qu'il fait, l'image qu'il a, mais surtout le contrôle aussi. C'est pas lui qui l'exerce directement, mais les médias sont tellement, c'est larbin, c'est incroyable. Et surtout, les médias d'opinion. Parce que tu as les journalistes qui balancent les informations. Loïc Tandy, par exemple, il s'est pas gêné pour balancer la lettre. Ce qui ne fait pas les affaires de Mbappé. Ce qui a été fait, évidemment, dans l'intérêt du club. Mais dans les médias d'opinion, RMC par exemple, même l'équipe, ça le défend beaucoup. Bon bref, c'était mon petit avis et donc aucun journaliste prend ce risque, sauf Saber Defarge qui lui a posé la question fatidique et Mbappé qui lui répond « Je me résous seulement à jouer au PSG la saison prochaine, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG. » Encore une fois, eh bien, il n'écarte rien, voilà, il laisse tout ouvert, c'est une communication qui est faite à base de non-dits qu'on doit essayer de deviner, de déchiffrer et d'analyser, surtout qu'en conférence de presse. Alors, à ce moment-là, il était nerveux. Il s'est présenté en conf à la veille d'un match contre Gibraltar. On aurait dit qu'il jouait la Ligue des Champions. Il se permet de dire tant pis pour les supporters qui parlent, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. J'ai trouvé ça quand même gage d'une grande nervosité de la part de Mbappé. Je pense qu'il a été touché. Ces 2 matchs avec l'équipe de France en témoignent, mais on comprend que sa position aujourd'hui, c'est de rester au club. Comme je l'ai déjà dit, je suis curieux de savoir ce que le Real va faire cet été avec lui. Visiblement, d'un côté, ils ont dégraissé l'effectif, la masse salariale aussi, assez rapidement, assez tôt dans le mercato. De l'autre côté, ils se sont positionnés sur Kai Havertz, sur Harry Kane, pour au final abandonner les 2 dossiers. Tout ça va dans le sens d'une offre qui devrait arriver pour le PSG. Mais de l'autre, tu as quand même la possibilité de signer Mbappé libre.
Mbappé qui peut-être veut rester au club, au PSG cette année. Donc je suis assez dubitatif, disons. Mais l'article de PSG Community m'a quand même rappelé que Pérez s'entend bien avec les Qataris, pas avec Nasser, pas avec le PSG, mais avec les Qataris, parce qu'il est aussi CEO d'une entreprise de BTP qui a évidemment des contrats là-bas. Donc je suppose que poser 200 millions sur Mbappé pour satisfaire les besoins des Qataris cet été, c'est pas grand-chose par rapport à tous les milliards qu'il doit engranger sur les contrats qu'il se fait là-bas, le Papi Pérez. Et puis surtout, les comptes du Real sont très sains, même s'il y a le nouveau stade pour eux. On rappelle évidemment que c'est un club qui a très très bien géré le Covid, puisqu'ils ont tout simplement pas dépensé. Bon, c'est facile de bien gérer quand tu dépenses pas. Et puis surtout que ça se ressent aujourd'hui à certains postes, le fait d'avoir serré la ceinture, notamment les latéraux. Bref, donc l'émir a rencontré l'entourage de Mbappé, c'est soit prolongation avant la reprise, soit il sera sur le marché des transferts et vendu. Je maintiens ma position. L'homme, je l'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout l'hypocrisie qui caractérise sa communication à Mbappé. Mais le joueur est très fort et tout aussi important pour le PSG. Surtout, ça m'embête de voir Luis Campos avec une telle somme entre les mains à dépenser sur le mercato. Parce qu'on va en parler plus tard dans la vidéo. Jusque-là, Campos n'a fait aucun gros transfert, aucun grosse opération. Et pour cet été, j'ai de plus en plus peur. En fait, je me questionne vraiment sur ses capacités à boucler des gros dossiers, en fait. Tout simplement, je sais pas, à Monaco et Lille, alors c'est vrai que dans le cadre des ventes, ok, c'était des gros trucs, mais pour les arrivées, bon, il allait chercher les jeunes au Bercail, les faisait venir pour rien, et là, signer un joueur à 80-90 millions, est-ce qu'il sait faire ? Chose que Leonardo maîtrisait. Je me pose vraiment la question. C'est pour ça que vraiment, et puis en plus, le marché est très fermé pour remplacer Mbappé. Vinicius a un contrat jusqu'en 2024. Alors il va prendre le numéro 7, mais la prolongation n'est toujours pas officialisée. Ça fait 1 an qu'on nous dit qu'il a prolongé, il n'a toujours pas officialisé. Alors je ne suis pas le Real Madrid, simplement d'un œil extérieur, je trouve ça un peu bizarre. Je pense qu'ils finiront par officialiser, bien évidemment. Ensuite, Rafael Leao, bon, je l'ai déjà dit, c'est lunaire, oui et non. Parce que là, on a Marcus Thuram, qui a donc une offre du PSG et du Milan AC. Le Milan qui force absolument pour l'avoir et qui lui propose un salaire de 6 millions par an net avec les bonus. Ce qui est donc autant, voire plus, que celui que Leao vient de négocier dans le cadre de sa prolongation officialisée il y a 10-15 jours. C'est assez lunaire quand même de voir Marcus Thuram parmi les joueurs les mieux payés du Milan AC et toucher Rafael Leao. Enfin, je sais pas, mais c'est bizarre cette histoire de Leao parce que, ok, il quitte le Sporting en 2018 pour Lille alors qu'il a brisé son contrat unilatéralement. C'est-à-dire qu'il signe à Lille gratuitement parce qu'il a pété son contrat au Sporting. Parce qu'en fait, il y a des supporters qui sont venus au camp d'entraînement et qui se sont attaqués à des joueurs, à des membres du staff parce que les résultats n'allaient pas. Donc Leao en a profité pour utiliser ça comme raison pour casser son contrat et signer libre à Lille. Il fait ses saisons à Lille. Problème, le Sporting demande les 45 millions d'euros qui étaient sa clause libératoire lorsqu'il était là-bas. Le tribunal arbitral du sport le condamne, Leao, à payer 16,5 millions en 2020 au Sporting pour cette rupture unilatérale de contrat. Aujourd'hui, les 16,5 millions, c'est environ 19-20 parce que du coup, il y a des retards de paiement sur l'amende, elle n'est toujours pas payée. Donc évidemment, plus tu mets du temps, plus elle est lourde l'amende. Et aujourd'hui, donc, il a prolongé. L'AC Milan, visiblement, s'est engagé à payer l'amende. Alors, selon les sources, soit Lille paye une partie de l'amende avec le Milan AC, soit Lille a un pourcentage sur la future revente de Rafael Leao. Mais dans tous les cas, voilà, les Lillois sont un petit peu dans le deal aussi. Et concernant les agents de Leao, il avait Jorge Mendes au début de sa carrière. Donc cette magouille de partir du Sporting, c'était encore un coup du grand Jorge qui aujourd'hui maîtrise le PSG. Donc ils se font sanctionner par le tribunal.
Il n'en est pas à sa première, Jorge Mendes, hein, parce qu'il a été attaqué par plein de monde, relaxé à certains moments, hein, notamment dans le cadre de ses affaires avec Valence, mais il était aussi dans les Football Leaks pour évasion fiscale. Il y avait une activité qu'il faisait avant 2015 qui a été rendue illégale, qui consistait à acheter des droits des joueurs. Donc, quand achetait un joueur 50 millions, si lui en avait négocié 50% de ses droits, eh ben, il fallait que tu lui donnes 25 millions et les 25 autres allaient au club. Bon, bref, on n'est pas au premier coup de Jorge. Mais, visiblement, les négociations étaient menées par Jorge au début, mais il a dégagé en fin d'année 2022 des négociations avec le Milan AC pour la prolongation, parce que Rafael Leao a engagé un avocat français qui est proche de son père et qui donc est compétent concernant les histoires de l'amende et tout ça. Et c'est donc cet avocat français qui a négocié et qui même a parlé dans les médias officiellement à Fabrizio Romano. Il faisait des déclarations sur l'avancée des négociations avec Milan concernant sa prolongation. Bon, Jorge Mendes, aujourd'hui, il me dégoûte, je l'aime pas, mais je pense que Rafael Leao a tout intérêt à virer son avocat parce que le mec lui a quand même négocié un contrat jusqu'en 2028 à 5 millions net par an au Milan AC. Je ne sais pas si on se rend compte. Voilà, de la dinguerie que c'est. Et donc, il y a une clause de 175 millions, visiblement activable que sur juillet 2024. Mais ça, c'est vraiment à confirmer parce que, vous savez, en Italie, ils se racontent un peu tout et n'importe quoi. Il faut vraiment suivre à fond pour avoir des informations. Et encore, on les a jamais réellement. Donc voilà, c'était un exemple parmi tant d'autres sur Mbappé dans le cadre de son remplacement. Marcus Rashford, fin de contrat 2024, devrait prolonger à Manchester United. Giovanni Albanese, journaliste Gazzetta dello Sport. On retourne en Italie puisque le PSG a été associé à Federico Chiesa. Évidemment, vous le connaissez tous, hein, c'est un crack. C'est vraiment un crack ce joueur que j'adore, ailier droit, ailier gauche plutôt aussi, mais capable de jouer sur les deux côtés. Gros crack à la Juve, à l'Euro évidemment, on se souvient tous de son Euro qu'il commence sur le banc et au final il finit titulaire, ses prestations sont exceptionnelles, il crée du danger à partir de pas grand chose, il a un sens de l'effort qui est quand même assez développé, vrai joueur d'équipe en plus d'un talent individuel assez exceptionnel, mais l'année dernière malheureusement il se pète, il se fait les croisés. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, l'Italie ne se qualifie pas à la Coupe du Monde, enfin est éliminée de la Coupe du Monde, pendant sa blessure. Voilà, parce que les mecs faisaient tourner le ballon au milieu de terrain, mais n'arrivaient pas à faire de différence. Peut-être qu'avec Chiesa, ça aurait été différent. Et donc, il se pète, il met 10 mois à revenir des croisés. Il revient début novembre, d'ailleurs, je crois qu'un de ses matchs de retour, c'est son entrée contre nous en Ligue des Champions. Et depuis, le garçon peine. Le garçon peine et selon donc ce journaliste pour la Gazzetta, le PSG surveille sa situation à la Juve qui écoutera les offres et qui l'évalue à 60 millions d'euros. Il y a aussi d'autres clubs européens sur le coup, comme Liverpool par exemple. Comme je l'ai dit, c'est un joueur vraiment que j'adore, un ailier très explosif qui en sortie de banc évidemment massacre tous nos remplaçants. Et je pense même qu'en tant que titulaire, en matière d'explosivité, s'il arrive, c'est le 3e joueur de l'effectif derrière Nuno et Mbappé. Le problème, c'est que tout ça, c'est plus vraiment valable. Depuis sa rupture des ligaments croisés, il a peiné à en revenir, la convalescence, et même depuis qu'il est de retour sur le terrain, il a rechuté à plusieurs reprises, 1 ou 2 blessures au genou, pas bon, de la fatigue musculaire, pas bon du tout. Donc, j'ai quand même quelques réserves sur Chiesa, qui me semble quand même... Enfin, autant Lucas Hernandez, ok. Gundogan, 2017, il se fait les croisés. Aujourd'hui, il est sûrement à son prime. Donc, ça veut dire que lorsque la convalescence se passe bien, les croisés, tu t'en remets. Tu peux retrouver ton niveau d'avant et peut-être même mieux encore. Memphis Depay, par exemple. Mais là, Chiesa, j'ai quand même du mal. Ça fait quand même plus d'1 an et demi qu'on ne l'a pas revu à son niveau de début de carrière, de l'Euro et tout ça. Ça me fait quand même un petit peu peur. Bref. Selon l'équipe Arda Güler, vous connaissez évidemment le crack turc. Alors, selon l'équipe, c'est un papier de Giovanni Castaldi. Ça me gêne de le citer parce qu'on connaît tous la source. Hein, c'est pas Lolo Tanzanie. Donc avec les signatures d'Asensio et Bernardo, on ne l'envisagerait pas. Güler se craque, ce qui serait vraiment dommage. Fabrizio Romano, on n'est pas dans la course. Regrettons bien évidemment le fait qu'on ait pris Campos pour qu'il se rince
sur Asensio avec son pote Jorge Mendes, plutôt qu'il aille chercher les grands talents comme il le faisait à Lille et Monaco, pour la sortie de banc où on ne demande qu'à voir des jeunes cracks qui ont toute la bonne volonté du monde, plutôt que des Asensio qui en 7 ans au Real Madrid n'ont pas réussi à s'imposer en tant que titulaire et qui viennent au PSG avec pas plus de volonté de le devenir, bien évidemment. Et surtout, un manque cruel de qualité forte, tout simplement. Voilà, et un profil qui colle pas vraiment avec nos besoins actuels. Bernardo Silva. Alors Bernardo Silva, ça devient compliqué. Comme je le disais, 29 ans, selon Marca. Alors évidemment, la source est mauvaise, hein, mais ils annoncent hier qu'il serait proche de signer en Arabie Saoudite. Al Hilal en a fait sa priorité suite à l'échec Lionel Messi qui a préféré l'Inter Milan. Mais depuis, ça a été démenti. Hein. Les médias disent qu'il n'a pas fait son choix. Goal, médias sérieux, nous annonce ce soir qu'il a une offre du PSG de Barcelone. Ça paraît compliqué avec leurs problèmes de fair play financier. Al Hilal et Manchester City pour prolonger. Fabrizio Romano nous dit qu'il n'a toujours pas pris de décision et que le PSG en fait une cible prioritaire, que l'Arabie Saoudite pousse pour le faire signer. Et là, ce soir, il y a CNN Portugal qui a repris l'info de Marca, voilà, et qui la confirme en disant qu'il est sur le point de signer en Arabie Saoudite. Alors, s'il y signe ou pas, c'est pas la question. La vraie question, c'est que on a probablement affaire à un joueur qui a 29 ans, après avoir remporté la Ligue des Champions et avec quand même 4-5 années à donner encore au football, réfléchit, met l'Arabie Saoudite dans sa balance. Et pour moi, c'est comme Marcelo Brozovic, c'est un avis assez tranché. Certains me diront comment en vouloir à des joueurs qui ont des propositions pareilles financièrement. Enfin, tout homme normal réfléchit, et je suis d'accord là-dessus. À la limite, pour des joueurs comme Ronaldo et Messi, je ne comprends pas qu'ils aillent en Arabie Saoudite parce que les mecs sont milliardaires avant même d'y être. Mais les autres qui touchent, allez, 10 millions par an, ben, en réalité, si tu peux tripler ton salaire de 10 millions, je le comprends plus que Ronaldo et Messi qui sont déjà milliardaires. Bon, bref. Par contre, si les joueurs pensent à l'Arabie Saoudite, ça en dit long sur leur volonté, leur motivation à rester au plus haut niveau. Et là, on peut clairement se poser des doutes sur Bernardo Silva au PSG. Surtout qu'en plus, ces doutes, on pouvait... En fait, le truc, c'est que j'ai dit ça par rapport à l'Arabie Saoudite, mais on sait tous que même partir de City pour venir au PSG, c'est déjà un choix bizarre en fait. City Arabie Saoudite, évidemment, c'est encore plus bizarre. Mais City PSG, ben, ça l'est aussi. Une des équipes les mieux rodées d'Europe, pour un marasme collectif avec un joueur qui anime tous les jours la presse et fait son cinéma, maîtrise le club complètement. Bon, on peut se demander sur les motivations de Bernardo. Est-ce qu'il vient pour le PSG ou est-ce qu'il vient pour faire les musées de Paris avec sa femme et sa famille? Surtout qu'en plus, il a déjà gagné la Ligue 1 et la Ligue des Champions cette année. Bon bref, on peut s'interroger. Voilà. Loïc Tanzi a donné des précisions sur la clause de Xavi Simons. Elle est bien de 6 millions d'euros, 4 pour le PSV, 2 pour le joueur. Ça, c'est intéressant parce qu'hier, je vous disais, la clause à 6 millions, évidemment que le joueur et ses agents vont négocier des primes à la signature exceptionnelles pour qu'au final, l'opération se rapproche de sa valeur marchande qui est de 30 millions. Ben, aujourd'hui, ça contredit un petit peu ce que je vous disais, puisque si les 2 millions ont déjà été négociés, bon, peut-être que le joueur peut quand même demander une prime à la signature, mais pas 10 ou 15 millions d'euros, quoi. Voilà. Sachant qu'il y a déjà eu l'effort de fait de la part des deux clubs dans cette clause l'année dernière. Naples demanderait 180 millions pour Osimhen. Bon, évidemment, il ne faut absolument pas les mettre. J'espère que Campos a des plans B, parce que depuis avril, il nous bassine avec ce dossier dans la presse à faire filtrer les informations alors qu'on connaît l'issue depuis le début. J'espère que ça ne va pas être comme Skriniar l'année dernière, parce que Campos manque cruellement de plan B à chaque fois qu'il fait des gros dossiers. C'est pour ça que j'ai vraiment peur sur les capacités de Campos à faire un gros dossier. Par exemple, Bernardo Silva, qui est le plan B? Qui est le plan B derrière? Et j'ai vraiment hâte de savoir, quoi. Un milieu relayeur capable de jouer un peu plus excentré sur le côté droit.
Bon, il y a une piste évidente, hein, qui est évidemment Nicolo Barella, voilà, de par sa verticalité, le fait que ce soit un bon box-to-box et quelqu'un qui est très bon dans la surface. Il a mis de très beaux buts cette saison encore, même s'il est assez irrégulier en championnat. L'Inter, alors il était annoncé à Newcastle. Là, c'est Tonali. Visiblement, Tonali, c'est plus avancé. Pareil, le Milan AC, ils n'ont aucun intérêt à faire partir Leao cet été, parce que là, ils vont faire 80 millions sur Tonali, qui va aller à Newcastle. Bon, Newcastle propose 70 millions, le Milan AC en demande 80. En général, quand il y a 10 millions d'écart, ça se fait. Voilà, hein. Il n'y a que le PSG sur Milan Skriniar pour pas boucler le dossier et voir Nasser se prendre un vent par le chinois fauché complètement, qui à chaque fois offre un budget mercato à son directeur sportif d'exactement 0 € pour ça. Bon, bref. Et enfin, j'aimerais terminer sur Neymar, parce que là, on a du grand art quand même. Neymar, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, une personne qui doit être très gentille, mais quelqu'un qui n'a vraiment pas inventé l'eau chaude, pour pas dire pire. Le mec avoue publiquement sur Instagram avoir trompé sa copine, Bruna Biancardi, alors qu'elle est enceinte. Alors ça, c'est un peu faux, parce qu'en fait, il aurait trompé le 12 juin 2022, jour de la Saint-Valentin, mais brésilienne. Les gens ont pensé que c'était la Saint-Valentin française, le 14 février de cette année. Mais non, c'était l'année dernière. Et selon même certaines sources, Bruna Biancardi lui aurait autorisé à la tromper s'il utilisait des préservatifs et s'il n'embrassait pas les femmes et s'il le faisait de manière discrète. Alors ça paraît farfelu, mais quand on voit le joueur faire publiquement sur Instagram son message d'excuses, on peut croire à tout, hein. À savoir, en France, ça n'avait pas trop filtré, mais au Brésil, tout ce qui est people, ils adorent. Voilà, c'est comme le fait que Bruna soit enceinte. Au Brésil, ils le savaient 3 semaines avant nous. Voilà, donc on peut comprendre à partir de là pourquoi il s'exprimait publiquement. Parce que là-bas, ça les intéresse vraiment. Même si chez nous, ça n'avait pas vraiment filtré le fait qu'il l'ait trompé. Bon, bref, c'est une histoire un peu bête, mais tout ça pour dire que le pauvre parce que c'est un joueur fantastique, mais un garçon qui est abruti, quoi. Puis qui est surtout entouré, mais n'importe comment. Ses potes, les Toys, là, qui vivent chez lui et qui sont payés 10 000 € par mois, je crois, pour l'occuper. Évidemment, c'est des débiles finis à chaque fois le mettre pas à son avantage sur des stories Instagram. Son père, Neymar Paille, alors dans les commentaires de la publication de Neymar, il dit la vie, on apprend tous les jours, félicitations mon fils. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et quand tu regardes l'année dernière le documentaire Netflix qu'il avait sorti, le père, à chaque fois qu'il arrive, c'est pour parler d'oseille. Alors, on a en tête la mère Rabiot. En ce moment, c'est Faiza, la mère de Mbappé, qui fait l'actualité. Mais n'oublions jamais Neymar Paille, qui est vraiment, voilà, le businessman hors pair. Quand il parlait dans le documentaire, à chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, c'était pour parler de son fils comme de la marchandise en réalité. Donc vraiment, voilà, le joueur extraordinaire, grand talent, mais débile, voilà, sûrement. Et puis surtout, ça c'est sûr, très très mal entouré. Voilà, Neymar. Bon bref, histoire quand même assez drôle. C'est pas tous les jours qu'on a un joueur qui s'excuse publiquement auprès de sa femme enceinte qui l'a trompé. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, prenez soin de vous bien évidemment.